Alain Soral, Youssef Indy, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien dans la foulée de votre conférence qui s'est tenue à Grenoble ce 23 mars et sur laquelle pesaient de nombreuses pressions de la part des autorités locales et des groupements Antifa. Nous avons pu vous écouter en pleine nature, arborant un mégaphone. Ce n'est pas sans rappeler votre intervention de 2014 près de Nice, en pleine forêt. 5 années plus tard, la pression du pouvoir s'est-elle renforcée? Quelle parade à ce déni de liberté d'expression. À l'époque, si je m'étais retrouvé dans un champ à côté de Nice, c'est parce qu'on nous avait supprimé la salle qu'on avait louée, la personne avait subi des pressions, et quand on était arrivé devant cette salle qu'on avait louée, ils nous avait interdit d'y accéder. Là, j'ai anticipé, comme le maire était monté au créneau contre nous, son adjoint, la LICRA, les Antifa, et j'ai demandé aux camarades de la section bordelaise, de la section grenobloise au dernier moment, il nous faut un lieu privé en dehors de la ville pour être sûr qu'on n'aura ni Antifa ni interdiction. Donc là, on l'a voulu. Et c'était d'ailleurs très sympa parce qu'on s'est retrouvés face à la montagne, dans la nature, et donc, contrairement à la dernière fois, là, c'était un choix délibéré. Comme ça, on n'a eu ni d'interdiction de la mairie, ni agression d'Antifa, et ça s'est parfaitement bien passé. Toujours dans la rubrique pression et chantage, nous avons pu constater sur les réseaux sociaux des appels à la divulgation de vos numéros de téléphone et adresses moyennant finance. Que pensez-vous de ces méthodes d'intimidation? Ils ont demandé le tien aussi ou Oui, pas? oui, le mien. Sur celui VK, d'A- c'est ça? Oui, C'est ça. oui, Ouais, alors c'est c'est un un- certain, je sais pas, Jacob, je sais pas quoi. Moïse, non? Oui, oui, un truc comme ça, Ouais. qui cherchait à avoir nos numéros, donc Alain, moi, Hervé Rissen et quelques Vincent autres Lapierre aussi, d'ailleurs. Vincent Lapierre étrangement. aussi. Donc il payait en francs suisses, voilà. Donc, Pour avoir l'adresse, cher pour l'adresse, un peu moins cher pour le téléphone. Ouais. voilà. Bah, ça me rappelle les trucs du Lcan là, et tout ça, c'est un peu quand même du mythomane, mais ça prouve quand même une chose, c'est que les gens de cette communauté se sentent tout permis, c'est-à-dire menaces directes. Visiblement, eux ne sont pas inquiets de sortir de la légalité. Hein. Ça, c'est quand même à noter. Par ailleurs, ça ne m'a pas inquiété beaucoup, puisque je rappelle que El Fassi, là, le fameux paparazzi, euh, qui est à l'origine d'ailleurs de l'affaire Ramadan et qui était pour moi à l'origine de l'affaire Binti, a à plusieurs reprises balancé une adresse qui était la mienne à une époque, en demandant à ce qu'on m'agresse physiquement, et que malgré son appel réitéré, jamais personne n'est venu. Hein. Donc, je ne suis pas très inquiet, quoi. Qu'en est-il de ces menaces vous concernant, Youssef? Égalité et réconciliation étant un des seuls médias politiques à vous relayer régulièrement, subissez-vous des pressions particulières? Alors, les premières difficultés ont débuté en 2016 lorsque j'avais été invité par l'Institut Mandela à participer à un colloque sur l'Afrique du Nord et la Libye. C'est un colloque prévu à la mairie du 7e arrondissement. Et il y a un lobby pro-israélien qui s'est manifesté et qui a menacé le président de cet institut Mandela. Il s'est immédiatement couché, donc il m'a désinvité. Par la suite, en fait, j'ai eu droit à la carotte et au bâton, c'est-à-dire que j'ai été approché de façon aimable par des gens de la communauté juive, mais à un certain niveau, me faisant des concessions, disant que mon travail était très intéressant, mais qu'il fallait que je mette de l'eau dans mon vin. Et parallèlement à ça, j'ai eu des menaces, des insultes, etc., pour essayer de me ramener dans le rang. Alors, moi, j'ai pas de stratégie particulière, c'est-à-dire que ceux qui viennent dialoguer avec moi, j'accepte, mais à partir du moment où on est d'accord sur les termes, c'est-à-dire que lorsque j'ai un religieux juif qui m'approche ou un membre du CRIF, je leur dis, si vous voulez qu'on me débatte, il n'y a pas de problème, mais partez de mes écrits, et à partir de là, on peut discuter, même publiquement. Je ne vais pas au-delà, c'est-à-dire que je refuse toute rencontre, toute discussion, etc. Et pour ce qui est des menaces et des insultes, je n'y prête pas attention et je continue à faire mon travail. Il ne faut pas non plus que la peur devienne, comment dire, un frein. Donc je crois en Dieu, je crois au destin.
Le destin doit s'accomplir quoi qu'il arrive, donc j'ai pas de crainte particulière à ce niveau-là. Concernant égalité et réconciliation, au début, quand je suis arrivé avec mon premier livre, j'avais été relayé par Mediapresse Info, donc Civitas, la télévision iranienne, donc des musulmans chiites, enfin en fait que des organisations ou des tendances qui n'ont rien à voir avec mon milieu d'origine. Moi je suis marocain de tradition sunnite, et ce qui est marrant, c'est que tous ceux qui se réclament les organisations médias maghrébins ou sunnites m'ont tous fui comme la peste. Et tous ceux qui m'ont donné la parole et qui ont relayé mon travail, y compris Égalité et Réconciliation, à partir de 2016, donc très vite après la sortie de mon premier livre, sont des gens avec qui j'ai a priori pas grand-chose à voir sur le plan idéologique. Alain est marxiste, je ne le suis pas. Civitas, ils sont catholiques, je ne le suis pas. Les Iraniens sont chiites, je ne le suis pas. Et j'ai trouvé chez eux des relais, un soutien constant jusque-là. Donc des fois j'ai des discussions avec des gens qui me disent « Ah mais pourquoi tu travailles avec un tel et un tel ?» Je dis « Je travaille avec les gens qui ont le courage de relayer mon travail et qui me soutiennent, donc qui sont constants sur la durée. » Donc je suis là depuis environ 4 ans et ça se passe bien avec les gens avec qui je travaille, les organisations avec qui je travaille. Il faut savoir que même si mes livres ne sont pas édités chez Contre-Culture, Égalité et Réconciliation est certainement la seule organisation politique en France à me relayer et à m'inviter à des conférences. Donc quand on a besoin de moi, je suis là, et quand moi j'ai besoin d'eux, ils sont là, tout simplement. Une question plus frivole en ce samedi d'acte 19 des Gilets jaunes. Macron au ski, Castaner en boîte de nuit, un commentaire ? C'est pour toi ça. Là, je me suis posé la question. Tous les médias ont fait remarquer que c'était une maladresse de la part de Macron d'être au ski pendant qu'il y avait ce samedi assez violent là, du 16 mars, là, c'était ça. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand on commence à perdre le pouvoir, c'est quand on est coupé de l'information ou quand les gens qui devraient vous informer vous mentent. Et je pense que si ça se trouve, les forces de police qui peut-être contrôlent de moins en moins et d'autres officines ont dû lui dire d'après nos informations c'est calme puisque c'était un peu en baisse de régime, vous pouvez y aller tranquille, il ne se passera rien. Et en fait, soit c'est une énorme incompétence, soit ça prouve que parce que je crois qu'il y a vraiment, il est mis en difficulté, je crois que ça prouve qu'il est dans un bunker assez isolé, il a de moins en moins comment dirais-je, d'alliés, il y a des démissions qui se multiplient autour de lui, et je pense qu'il commence à être un peu coupé de l'information sérieuse, et que c'est une manière aussi de lui tailler des croupières, on peut analyser ça comme ça, hein, parce que ça j'ai remarqué moi dans les conflits de pouvoir, et quand c'est très hiérarchisé, c'est que le meilleur moyen de voir quand on commence à vous mettre sur la touche et que vous êtes en difficulté, c'est quand on vous coupe de l'information utile et qu'on vous balance des fausses infos pour que vos actions soient mal évaluées. Et là, le type, ils ont dû lui dire, tu peux y aller tranquille au ski. Et du coup, il est vraiment passé pour... ça a encore aggravé sa position. Alors je crois que ça vient pas de lui, moi, ça. Je crois qu'on lui a dit, tu peux y aller tranquille. Et ceux qui lui ont dit ça, soit sont très incompétents. Je ne pense pas que les forces de police en France deviennent incompétentes au niveau du renseignement. Mais je crois que c'est une manière encore de le déstabiliser, quoi. Plus sérieusement, Youssef, vous revenez à peine d'un voyage en Syrie, où vous avez pu faire le tour du pays en délégation, visitant plusieurs villes dévastées par 8 années de guerre téléguidées par les forces atlanto-sionistes. Quel constat faites-vous ? Alors, on a été invité en Syrie à l'initiative d'Adnan Azam, qui est un militant politique qui a vécu en France un certain nombre d'années, qui est retourné en Syrie en 2011, au début de la guerre, et il nous a invités donc, dans le cadre d'un mouvement qui voulait initier le mouvement pour la souveraineté des peuples, et pour rencontrer les autorités syriennes. Et ce qui nous a été proposé initialement, c'était d'aller là-bas, de rencontrer la société civile, les dirigeants politiques, et avoir un dialogue avec eux sur le plan politique et géopolitique, que chacun d'entre nous puisse faire part de ses analyses dans son domaine de compétences. Donc on était avec Lucien Cerise, Arnaud Develay, Jean-Michel Vernochet, Emmanuel Leroy, Daria Dugin d'ailleurs, Yuri Rochka aussi. Et donc on a eu l'occasion de rencontrer les dirigeants, gouverneurs de certaines villes, les dirigeants du parti Baas. Et effectivement, à la fin du séjour, on a été reçus par le président dans sa résidence. Alors, comme avec les autres dirigeants politiques syriens,
Il nous a demandé notre avis sur la situation. Alors moi tout simplement, mon propos là-bas en Syrie et mes échanges avec les dirigeants syriens, j'ai résumé ça dans un texte publié sur mon site, donc synthèse de mes interventions en Syrie, qui a été relayée d'ailleurs par Égalité et Réconciliation, le Séqueur francophone et autres. Donc j'invite les spectateurs à aller lire cette intervention. Donc j'ai présenté en fait mes dernières analyses politiques et géopolitiques et les répercussions de la victoire des Syriens, des Iraniens et des Russes en Occident. Ce que je leur ai expliqué en gros, c'est que eux ils mènent un combat matériel militaire. Ils ont gagné une première manche importante, mais nous ici, nous menons un combat d'ordre idéologique, je dirais même spirituel. C'est un combat de l'esprit que nous menons ici, et il faudrait qu'on arrive à se coordonner, parce que gagner une guerre, un combat sur le plan matériel n'est pas suffisant. Nos adversaires, eux, gagnent d'abord les combats idéologiques avant les combats matériels. Merci. Je précise que j'étais invité aussi, mais que j'ai pas pu m'y rendre. Mais j'avais été invité à me rendre en Syrie. Comme j'y suis déjà allé 2 fois et que j'ai des choses urgentes à gérer avec ER en France en ce moment, j'ai renoncé à y aller. Mais je le regrette. Revenons sur votre best-seller « Comprendre l'Empire », cher Alain, et notamment à son sous-titre. Sommes-nous au stade de la gouvernance mondiale par la révolte des nations, à la lumière des soulèvements en France et de la crise financière à venir, annoncée par Jacques Attali le 11 mars dernier dans une interview accordée à l'Écho, un site économique belge. L'euro est de plus en plus cramé et que peut-être qu'ils veulent remplacer l'euro par quelque chose... Parce que pour éviter qu'on retombe aux échelles nationales, faire un bond de plus vers le mondialisme. Oui. De toute façon, tous les projets qui amènent de l'oligarchie vont toujours dans cette direction-là. Je crois que ce qu'on a pu constater, même avec les déclarations d'Attali, c'est que c'est un peu comme pour l'histoire de la fin des temps avec Huntington quand l'URSS était tombée, c'est que les mondialistes ont cru que la question nationale était à peu près réglée et qu'ils allaient pouvoir passer à l'étape suivante. Et puis ils se sont pris dans la gueule l'élection de Trump, qui n'était pas prévue, qui est aussi un sursaut national, même si c'est à l'intérieur même de l'Empire. Et puis ils se sont pris l'Italie, et puis déjà en Europe centrale, il y avait la Hongrie, et puis ils se sont pris Erdogan dans un autre genre, parce qu'il a failli être putsché et ça a raté. Et puis il y a les Gilets jaunes en France, donc on voit bien que là, ils sont obligés de réviser un peu leur stratégie à la baisse, puisque Attali a bien dit que le nationalisme était incontournable finalement, et que ce n'était plus seulement... à considérer comme des hôtels, mais que par contre, ce qu'il fallait maintenant, c'est travailler un nationalisme sans nationaliste, c'est-à-dire de prendre les places, comme toujours. Alors peut-être que là, comme ils voient que l'euro est très mal en point et qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent sortir de l'euro, notamment les Italiens, qui sont très, très actifs là-dessus, peut-être que c'est le bon moment de lancer, pour repartir de l'avant, un projet finalement qui serait encore au-dessus de l'euro, mais en prétendant aussi accompagner la sortie de l'euro pour éviter qu'on retombe effectivement de l'euro à une monnaie nationale. Oui, c'est sans doute une stratégie de défense de l'Empire, oui, sans doute. Dans votre dernier ouvrage, Du Brexit aux Gilets jaunes, aux éditions Sigest, cher Youssef, vous traitez de la notion de souveraineté du peuple comme étant une chimère. Pourriez-vous nous développer cette affirmation ? Alors, c'est une question que j'ai commencé à traiter en 2016 dans mon livre Les mythes fondateurs du choc des civilisations, puis aussi dans un article qui est dans mon dernier ouvrage Du Brexit aux Gilets jaunes. En fait, je retrace la généalogie de la souveraineté telle qu'elle a été conceptualisée à l'époque moderne. Et j'expliquais que la souveraineté telle qu'elle a été théorisée par Baudin puis Hobbes n'a rien à voir avec la souveraineté telle qu'on l'a vue théorisée par les révolutionnaires, d'ailleurs, dès 1789, à savoir que la souveraineté appartiendrait à la nation et au peuple. Ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir dans le détail, mais le concept moderne de souveraineté ne renvoie pas à la souveraineté du peuple. En fait, c'était un moyen pour Jean Baudin, après la guerre de religion entre catholiques et protestants, d'augmenter le pouvoir du roi Jean III, si ma mémoire est bonne, ou Henri III, pardon, Henri III, car il était affaibli et la monarchie était aussi affaiblie et était en voie de disparition, si je puis m'exprimer ainsi. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a transféré la souveraineté qui appartient traditionnellement à Dieu,
la souveraineté appartient à Dieu. Le roi n'est pas le souverain, il est le dépositaire de cette souveraineté. Il a transféré donc cette souveraineté à l'État, en assimilant le roi à l'État. Ce qui a donné la fameuse formule apocryphe par la suite de Louis XIV, disant « l'État c'est moi ». Et ce que vont faire les révolutionnaires français, c'est qu'ils vont aggraver ce transfert de souveraineté, cette boîte de Pandore ouverte par Jean Bottin, en affirmant que c'est la nation qui est souveraine. Or, c'est une sorte de tour de passe-passe, puisque dès l'instauration de la République française, et là on l'a vu avec la Troisième République, qui est véritablement la mise en place de la République telle que les républicains et les révolutionnaires l'ont voulu pendant un siècle, on a vu l'émergence d'une oligarchie appartenant à des réseaux maçonniques, d'autres qui étaient plutôt protestants. Les protestants étaient très présents dans la Troisième République, et de la communauté juive, concentrée entre leurs mains le pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui a mené à la décomposition de la Troisième République, puisque c'était un régime qui pourrissait de l'intérieur, où on voyait en fait une collusion, déjà à l'époque, entre la finance et les hommes politiques de la Troisième République. Donc moi, ce que j'explique, c'est que si on veut instaurer un régime pérenne sur la durée, il faut revenir au concept traditionnel de la souveraineté. Il ne faut plus mentir et nous expliquer que les lois doivent venir du bas. Comme l'expliquait René Guénon, on ne peut pas être gouverné et gouvernant en même temps. Il faut que ces lois dont vont découler toutes les autres lois, c'est-à-dire la source ultime du droit, doit coïncider avec la loi divine et la loi naturelle, ce que va appeler par exemple George Orwell la common decency. Donc il faut, si vous voulez avoir un régime pérenne, avoir une société stable sur le plan économique et sur le plan des valeurs, instaurer une constitution qui a pour source ultime des valeurs universelles auxquelles on peut tous se rattacher, et non pas des lois qui émaneraient du peuple. Et lorsqu'on voit qu'on consulte le peuple, quand on dit qu'on va consulter le peuple, il y a là un piège, parce que dans un système démocratique libéral, ce sont toujours les réseaux, les puissances d'argent qui arrivent d'une manière ou d'une autre à imposer une idée au peuple dont vont découler tout un système juridique, etc. Donc il faut instaurer un système de valeurs universelles auxquelles on peut tous se reconnaître et qui vient d'en haut, qu'on le veuille ou pas. Donc si on est athée, on peut accepter l'idée d'une loi naturelle. La loi naturelle coïncide avec la loi divine et vice-versa. Donc je renvoie les lecteurs à mes écrits à ce niveau-là. Vous développiez, cher Alain, lors de cette conférence de Grenoble, le concept de gilet jaune, canal historique. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, ça c'est un peu une démarche, je dirais, néo-maurassienne, c'est-à-dire que dialectiquement, j'en suis arrivé à conclure, quand on voit le pourrissement actuel que subissent les gilets jaunes, avec la transformation de mouvements d'adultes travailleurs sur des ronds-points en dehors des villes qui avaient des difficultés économiques et de revendications précises, à quelque chose qui se réduit à une bagarre tous les samedis entre jeunes désœuvrés et forces de police dans les centres-villes, avec une forte connotation d'extrême gauche, dont la fonction est de casser du mobilier urbain et de gêner les petits commerces, et de rendre finalement impossible l'union sacrée révolutionnaire, qui serait l'union des prolétaires, des classes moyennes et des flics. Alors que là, on voit bien que les prolétaires n'y sont pas, ils sont remplacés par des jeunes. Pour ce qui est de la classe moyenne, les commerçants des centres-villes commencent à être agacés parce qu'on casse leur commerce et on empêche le commerce. Quant à l'union sacrée avec la police, on voit que le phénomène gilet jaune urbain du samedi s'est transformé en sport ultra-violent entre flics et manifestants. Hein. C'était ça mon analyse, et à un moment donné, je me suis dit, si on peut pouvoir régénérer le mouvement, il faut carrément trouver, d'ailleurs ça rejoint ce que tu dis, comme une bannière sous laquelle on peut tous se ranger, et par déduction, un peu comme Maurras déduit de sa critique du mensonge républicain le retour à la monarchie, sans que ce soit une position réactionnaire, hein, c'est une forme de progressisme d'une certaine manière, et que sans être croyant, il en déduit aussi
pour lutter contre la décomposition de la France, notamment d'ailleurs par les réseaux maçonniques, ce qu'il appelle les 4 États confédérés, qu'il faut revenir à une religion d'État qui sera le catholicisme. Ce dont j'ai parlé aujourd'hui en disant que si on ne voulait pas avoir de problème d'islam en France aujourd'hui, paradoxalement, il faudrait sortir du mensonge de la laïcité qui met à égalité une religion dominante et historique majoritaire avec une religion invitée et récente, et c'est cette confusion qui crée tous les conflits, et que s'il y avait en France à nouveau une religion officielle qui serait le catholicisme, elle pourrait accueillir généreusement une religion minoritaire qui s'appelle l'islam. Voilà. Et dans cette réflexion que je prolonge, il nous apparaît aujourd'hui que la bannière derrière laquelle on pourrait à nouveau tous marcher en tant que gilets jaunes, enfin en tant que peuple en colère et en voie d'insoumission, et ben finalement c'est le Christ. Parce que le Christ m'apparaît, et c'est une discussion que j'ai eue aussi avec Dieudonné, comme le premier gilet jaune, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat sur des valeurs qui sont, on va dire, transcourants, universelles, de partage, de générosité, d'égalité, et que plutôt que de chercher l'égalité dans la République universelle franc-maçonne, aller remonter vraiment à l'origine et aller cette réconciliation nationale par le Christ. Parce que la France est la fille aînée de l'Église, parce que Todd a bien fait remarquer que la générosité des Français qui ressurgit, notamment au moment du Charlie, était ce qu'il appelle le catholicisme zombie, c'est-à-dire que les Français ont été privés du Christ et finalement font ressurgir leur amour du Christ sans s'en rendre compte par des voies détournées, notamment l'égalitarisme laïco-républicain, et qu'en fait, le plus sain, le plus unificateur et le plus subversif serait de revenir au Christ gilet jaune. Et comme ça permet de rappeler que le Christ, effectivement, a fait cette proposition d'amour et de générosité pour s'opposer à une religion dont il était issu, qui était violemment tribale et inégalitaire, et qu'il a été mis à mort par cette oligarchie, qui d'ailleurs, pour le mettre à mort, s'est servi d'un tiers qui était à l'époque l'Empire romain. Et je dis finalement, il faut surfer la vague et il faut être comme les judokas, il faut aller jusqu'au bout, au lieu d'éviter, comme Étienne Chouard, en disant « mais non, je ne suis absolument pas », d'ailleurs il dit ni homophobe, ni misogyne, ni antisémite, c'est de dire allons jusqu'au bout, approfondissons la question. Tout ça, ce sont des mensonges et des leurres, et effectivement, si on veut aller jusqu'au bout, effectivement, l'esprit gilet jaune fondamental qu'on a vu émerger sur les ronds-points et qui s'oppose à cette dérive violemment inégalitaire et judéo-protestante et thatchérienne de cette évolution catastrophique de la politique et de la gestion française. Remontons à l'origine, allons jusqu'au bout et marchons finalement derrière le Christ. Évitons les médiations. Ça évite aussi les pièges de nous parler de nazisme, de nous parler de je sais pas trop quoi. Oui, c'est le Christ, voilà. Et moi, j'attends que Elisabeth Lévy, qui m'a encore apostrophé aujourd'hui, nous dise bien, voilà, vous marchez derrière le premier antisémite. Et comme ça, on comprendra mieux, en fait, ce que ces gens-là veulent dire par antisémite. Ça veut dire antisémite, aujourd'hui, ça veut dire insoumis à leur volonté et à leur travail de domination selon des critères profondément raciaux et profondément contraires aux valeurs qui leur ont permis, je rappelle, de sortir du ghetto. Parce que c'est ça, comment dire, l'immoralité totale, c'est que c'est l'égalité citoyenne, républicaine et laïque qui a permis l'émancipation des Juifs. On est arrivé à un tel point d'obscénité aujourd'hui que je pense que ça ne sert plus à rien de finasser, de faire de la dialectique ou de faire du billard à 3 bandes. Et voilà, c'est de dire, voilà, notre commandant suprême, c'est le Christ. D'ailleurs, Chavez le disait aussi. Et nous allons marcher derrière lui face à cette oligarchie. Et finalement, on revient au combat originel. On revient aux évangiles, on revient à Saint Matthieu. Et nous voulons que ce soit compris. Et puis surtout, je pense que c'est d'une certaine manière le meilleur piège par rapport à l'ennemi. Il faudra qu'ils disent oui. Vous marchez derrière le premier antisémite, notre pire ennemi, celui que nous avons mis à mort parce qu'il représente un énorme danger pour nous, puisqu'il propose la fraternité, l'amour et le partage, alors que nous sommes sur une idée de domination. Et je crois que là, on sera enfin radicalement sur le vrai terrain, dans le vrai combat, selon les vrais termes. Parce que pour l'instant, je dirais, pour employer une phrase un peu vulgaire, on tourne autour du pot. Messieurs, je vous remercie. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au plaisir. Peut-être.